E-Radio Dakar 90.3. E-Radio Thiès 97.7. E-Radio Saint-Louis Sénégal 15. E-Radio Mbacké et Touba 100.6. E-Radio Kaolack 103.6. E-Radio Kolda 91.6. E-Radio Tambacounda 95.2. La flambée des prix, quelle marge de manœuvre pour le gouvernement? Le nouveau partenariat ou plan Marshall pour l'Afrique entre l'Union européenne et l'Union africaine, l'heure ou lueur, le changement de ton des dirigeants africains, conséquence de la pression de la jeunesse africaine, le bras de fer entre Bamako et Paris sur le départ de Barkhane du Mali. Quelle analyse en faire? Pour répondre à toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit Dr Thierno Thioune, directeur du CREA, Centre de recherche économique appliquée de la FASEC à l'UCAD, et Ahmad Soumaré, président du Centre africain pour la nouvelle économie. Rendez-vous ce dimanche 20 février de 10h à 11h sur e-Radio 90.3 avec Alassane Samba Diop. Bienvenue à l'Air du Temps. Merci d'être avec nous. Nous avons comme invité, comme vous le disiez tout à l'heure, Thierno Thioune. Thierno Thioune, c'est le directeur du CREA, Dr Thierno Thioune, économiste émérite, reconnu au Sénégal pour son travail dans l'économie sénégalaise, sur l'économie. Et aussi Ahmad Soumaré, président de Cannes, le Centre africain pour la nouvelle économie. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelques jours, les prix des denrées ont flambé. Les Sénégalais ont demandé que la baisse des prix soit effective. Une anecdote, quand la première dame du Sénégal est sortie célébrer la victoire de Lyon dans les rues, les jeunes Sénégalais l'ont interpellé en lui disant: dites au président de la République du Sénégal, même si on a gagné, de baisser les prix des denrées de première nécessité. Monsieur, pourquoi aujourd'hui, Thierno Thioune, on constate une flambée des prix sur le marché? Merci beaucoup Alassane. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation dans cette émission phare, l'Air du Temps, qui rappelle véritablement que les questions de l'heure sont importantes, où nous avons l'occasion de débattre des questions qui intéressent à la fois nos États mais aussi nos populations. Alors je crois que c'est une demande légitime de la part des concitoyens, puisque depuis un certain temps le pouvoir d'achat des Sénégalais est véritablement en berne, lié à beaucoup de difficultés, nous allons y revenir, mais le contexte étant difficile, je crois que la flambée des prix n'est qu'une résurgence, c'est-à-dire n'est qu'une conséquence de ce qu'on appelle l'inflation mondiale. Aujourd'hui, depuis la pandémie, l'offre mondiale a été rétrécie, affaiblie, puisqu'il y avait des pertes d'emplois, les coûts des facteurs de production ont connu des hausses importantes. Donc, l'État du Sénégal, n'ayant pas beaucoup de marge de manœuvre, subit de plein fouet cette inflation mondiale qui vient aujourd'hui renchérir les prix des denrées, notamment les prix des hydrocarbures. Je crois que l'État du Sénégal, dans le court terme, peut avoir des mesures importantes à appliquer, mais dans le long terme, les marges de manœuvre réduites. Dans le court terme, ce que l'État pourrait faire, c'est notamment une suspension des taxes, parce qu'en réalité, les taxes occupent dans la structure des prix une place très importante. Ensuite, l'État peut bel et bien procéder à une annulation totale de certaines taxes pour permettre de soulager. Mais il ne faut pas oublier que aussi l'État, dans le cadre de la lutte, dans le cadre de son soutien aux couches vulnérables, lors de la pandémie, a déjà mis sur la table plus de 1000 milliards en termes de mesures économiques et sociales. Donc, les finances publiques sont éprouvées et par la même occasion, il faudra venir répondre à des sollicitations, à une demande des populations. Donc, des marges de manœuvre assez importantes pouvant être faites dans le court terme, mais dans le long terme, l'État du Sénégal est obligé d'appliquer la vérité des prix. Et pour cela, je crois qu'il faut une volonté et il faut une responsabilité de la part de l'État
dans le sens de pouvoir... Sinon, on peut revenir aux vieux démons. Les vieux démons peuvent nous rattraper, c'est-à-dire l'application des subventions, comme on a vu ça à l'époque, lorsqu'il y avait les émeutes de l'électricité, plus principalement en 2002. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'État se ressaisisse, savoir que la grande prouesse que le régime de Macky Sall a pu réussir jusqu'à maintenant, c'est une stabilité quasi pérenne depuis 2007 des prix dans ce pays. Depuis 2012 des prix dans ce pays. Je crois qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal, le régime de Macky Sall est rattrapé par cette inflation mondiale. Et dans le long terme, il faudra que les Sénégalais sachent que la vérité des prix pourrait être démise, d'autant plus que l'État du Sénégal n'a pas beaucoup d'influence sur la détermination des prix au niveau mondial. Je l'ai dit, l'offre s'est rétrécie, donc il y a eu le renchérissement du prix du Brent, du pétrole, qui est aujourd'hui arrivé à 93 $, alors alors que récemment, il était aux alentours de 30 $. Donc ces renchérissements des matières premières, ajouter à cela les conséquences économiques de la pandémie, font qu'aujourd'hui, les denrées de première nécessité s'envolent et les populations en subissent les conséquences. Ouais. À Matsoumare, les prix flambent. L'État commence à donner à prendre des décisions. Sur les infos que nous avons, le gouvernement envisage de prendre des mesures fortes pour le riz importé. L'État compte renoncer à toutes les taxes sur le riz importé, censé être celui qui est le plus consommé par les ménages sénégalais, après que les services compétents ont calculé le cumul des droits de douane sur le riz importé qui est actuellement de 12,7% à 2,7%. Le riz importé brisé et non parfumé, les prix pourraient baisser de 30 francs par kilo, donc de 350 et 400. Le prix de riz brisé importé passerait alors dans le nouveau schéma à 320 et 370. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que le Sénégal ne produise pas son propre riz, ou le riz qui est produit n'est pas consommé par les Sénégalais, n'est-ce pas là le nœud gorgien? Je pense que je remercie d'abord Tierno, Alassane, pour cet échange aujourd'hui sur des problématiques de l'heure. Je remercie aussi vos auditeurs. Et ma préoccupation par rapport à cette situation, elle est très simple. Il faut, c'est-à-dire que comprendre la situation actuelle du monde. Aujourd'hui, l'inflation qu'on a au niveau des prix se résume uniquement et essentiellement sur les produits importés. Ça, c'est un. De deux, de comprendre, on est en période post-Covid. De trois, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avant cette période pré-Covid. On en a déjà parlé dans, je pense, une émission. De comprendre comment la planche à billets, le nombre d'argent qu'ils ont mis, des photocopies des billets, l'économie est artificielle, donc avec des taux, avec des taux négatifs qu'on n'avait jamais vus de notre vie. On prête de l'argent à des taux -1. Aujourd'hui, on prête à taux 0 pour que les banques prêtent à 1. Ça veut dire qu'on est dans une économie artificielle. Donc quand on produit de l'argent, tous ceux qui font de l'économie le savent, on va créer de l'inflation. Quand il y a trop d'argent sur un marché, l'inflation est instaurée. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent après ça parce qu'ils ont multiplié par 4 le volume donc financier des États-Unis. C'est des trillions et des trillions et des trillions de dollars qui sont sortis. À la longue, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'inflation parce qu'il y a trop de trucs. Les consommateurs ne dépensent pas parce qu'il y a un problème d'incertitude. Quand il y a de l'incertitude, vous mettez des bas de laine pour le lendemain. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, quand ils ont vu que l'inflation était en train donc d'évoluer, ils ont commencé à augmenter les taux directeurs pour éviter ce qu'on appelle une stagflation. La stagflation, c'est l'inflation plus la stagnation. Et ça, c'est très grave. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tous les taux, donc au niveau mondial, de tous les produits donc, importés dans le monde, avec le problème de logistique qui se pose au niveau donc, de tout ce qui concerne les exportations, tout ça comblé avec tout ce qui est comme inflation artificielle qu'ils ont créée, et ça se répercute sur
tout le monde qui consomme des produits extérieurs. Si aujourd'hui au Sénégal on ne mangeait que sénégalais, on n'a pas ce problème. Mais aujourd'hui on mange, nous on est une économie, on a un truc extraverti. Tout ce qui vient de l'étranger est surenchéri par des problèmes de logistique, par des problèmes d'inflation qui ont répercuté sur les prix, et nécessairement nous on l'a. Que ça soit au niveau du riz, si au niveau du riz on était complètement donc autonome, on n'a pas ce problème. Mais on importe du riz. Et tout ce qui est importation aujourd'hui subit et le pétrole, et les taxes, et les problèmes de transport logistique, et tout ça répercuté sur des prix. On a des prix qui flambent. Et je pense que c'est de comprendre aujourd'hui la genèse de tout ça, c'est la multiplication des planches à billets que l'Europe ou les États-Unis ont fait pour inonder le marché, pour soutenir les économies qui sont en faillite aujourd'hui. Hein. Il faut le dire, ces économies sont tous en faillite parce que quand vous avez mis des trillions de dollars en planche à billets et qu'à partir de là, pour pouvoir soutenir votre économie, même si la pandémie est en train de finir, il y a toujours les billets qu'on a tirés qu'on n'a pas encore donc valorisés. Et c'est ça, je pense, que l'origine, donc tout ce qui est produit importé, qui pose problème. Thierno Thioune, est-ce que la solution, c'est de produire en interne sa propre consommation? L'enjeu véritable aujourd'hui pour les pays africains qui ont les types d'économies que nous avons extravertis, très vulnérables, peu intégrés dans la chaîne de valeur mondiale, est véritablement de procéder à la transformation de nos produits de base. Aujourd'hui, il est clair que 30% des exportations africaines sont constituées de coton, véritablement de coton, de cacao et de bananes. Récemment, on a vu le président Alassane Ouattara faire sortir de manière très spectaculaire sur la question, n'est-ce pas, du cacao. Je crois qu'il est indéniable, et ça, tous les économistes le pensent, qu'aujourd'hui, il faudra qu'on aille vers un nouveau modèle de croissance qui repose sur une transformation véritable des produits de base. Parce que j'ai dit que l'Afrique ou les pays comme les nôtres, tels que le Sénégal, les pays de l'Afrique de l'Ouest, sont peu intégrés dans la chaîne de valeur mondiale. Nous avons des produits de base que nous importons. Nous importons pour la plupart des produits qui partent à l'Occident, à l'état brut, et que nous deviennent très chers. Donc, si vous prenez par exemple, quelles sont les grandes avancées que le Sénégal peut-être a fait sur le plan des exportations, hormis peut-être les produits horticoles, pas nécessairement de produits qui nous rapportent beaucoup de ressources. Vous savez qu'on a un déficit de la balance commerciale qui est très excédentaire. Aujourd'hui, cela se répercute sur des défauts d'entrée de devises, et notre balance des paiements également en reçoit un sacré coup. Donc, ce que les Africains doivent comprendre, et au premier plan, les leaders politiques africains qui tiennent les rênes des pouvoirs dans ces pays, et qu'aujourd'hui, le monde est devenu multipolaire. La pandémie a mis en lumière les failles véritables des économies désarticulées, désintégrées. Donc, l'enjeu, c'est de revenir à l'orthodoxie, c'est-à-dire, moi je suis partisan d'un protectionnisme des industries naissantes, là où nos économies ont des avantages comparatifs, les couver, les aider à régler la demande interne pour pouvoir aller maintenant s'intégrer sur les marchés étrangers et les concourir. Vous savez qu'on avait les opportunités des partenariats avec les États-Unis dans le cadre de l'AGOA, mais nous peinons à respecter les exigences, les critères qui sont établis par rapport à nos produits. On n'arrive pas à satisfaire même le marché américain avec l'ensemble des mesures qui ont été mises en place. On parle de l'ACP, des accords les ACP, Caraïbes-Pacifique, des accords Caraïbes-Pacifique qui a été mis en place entre l'Europe et les pays d'Afrique et du Pacifique. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est des accords qui continuent sous une autre forme de rendre nos économies moins performantes, moins dynamiques, parce qu'en réalité, c'est reposé sur véritablement des exigences qui intéressent plus les intérêts européens que les intérêts africains. Je crois que l'enjeu est de taille, et aujourd'hui, il me semble très important, et toutes les études l'ont montré, que les économies africaines, particulièrement les économies où
il y a une prédominance, n'est-ce pas, de l'agriculture qui embauche plus, qui exporte de manière assez intense, n'est-ce pas, les produits issus de ce secteur qui embauchent et qui rémunèrent moins ces populations, est une croissance assez approvisante qui ne nourrit pas les travailleurs, alors qu'aujourd'hui, on sait que toutes les croissances, les bonnes, parce que c'est bon de caractériser la croissance, c'est que c'est une croissance qui repose sur l'innovation portée par le secteur des services et le secteur secondaire, c'est-à-dire l'industrialisation. L'industrialisation fait défaut parce qu'en réalité, dans les contrats que nous mettons en place, il n'est pas intégré ce qu'on appelle l'aspect technologique, transfert de technologie, mais aussi transfert de compétences. On l'a vu tous, et les pays qui ont réussi, les modèles font légion. Vous prenez aujourd'hui la Tanzanie, mais qui fait, en matière de réforme, est un des pays les plus réformateurs. Vous prenez aujourd'hui le Botswana, qui véritablement a fait des pas de géant. Même si la Côte d'Ivoire, depuis plus d'une dizaine d'années, est le pays qui a plus multiplié sa prospérité, bon an, mal an, essaie de trouver son chemin. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'Afrique, les pays africains, optent pour une industrialisation, je dis bien, moins lourde, une industrialisation légère, qui permet de régler la demande intérieure à travers les produits, que d'aller sur le marché chinois ou le marché européen importer de la friperie. Ça, c'est fini. Ce modèle économique n'est pas viable, n'est pas pérenne. Aujourd'hui, l'Afrique a des atouts, les pays africains, notamment le Sénégal, a des atouts. La jeunesse de la population qui engendre des atouts en termes de dividendes démographiques, mais l'innovation aujourd'hui est véritablement régler aussi la question de la fracture numérique qui va permettre aujourd'hui de, par l'innovation, créer des start-up. C'est ça le monde actuel, le monde économique actuel. C'est la création des start-up, c'est l'ingéniosité, c'est l'intelligence économique pour quand même pouvoir maintenant aller sur le marché international et positionner pour permettre de faire revenir des devises dans le pays et améliorer quand même les conditions de vie des populations. Ouais, cette semaine, c'est la rencontre entre l'Union européenne et l'Union africaine en parlant de partenariat. C'est un pas de mouvement Marshall, 150 milliards d'euros qui sont prévus pour financer les économies africaines. On a entendu des présidents africains avoir un ton inhabituel. On a entendu le ton de Alassane Ouattara, on a entendu le président Macky Sall, le président du Ghana. Je propose d'ailleurs d'écouter les propos du président Alassane Ouattara au cours de cette rencontre et on revient sur le plateau. Vous savez, je pourrais faire un long développement là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter. Alors, ce n'est pas en faisant des menaces, nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'il y a 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah non, ce n'est pas acceptable. Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution? 4%. Et les 96%, quels sont ceux qui le font? C'est les Occidentaux. Et vous vous êtes développés comment? C'est de la malhonnêteté. Alors non, il faut arrêter. Il faut qu'on travaille à trouver des solutions. Vous savez, il faut qu'on se dise que nous avons une génération de chefs d'État, une jeunesse maintenant, qui connaissent ses responsabilités et qui estiment que nous ferons ce qui est bien pour nos pays, pour nos peuples. Nous ne voulons pas l'importation d'idéologie, ni de culture, ni de constitution, etc. C'est terminé ça. Il faut que la considération soit de part et d'autre dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Tous ces engagements qui ne sont pas respectés, j'espère que cette fois-ci on va en parler. Il faut que les engagements soient respectés. Qu'est-ce que nous avons à faire avec toutes ces pollutions des érosions côtières? Qu'est-ce que nous avons avec toutes ces intempéries qui tuent des gens chez nous? Ce n'est pas nous qui créons les problèmes difficiles en matière de pollution. Non, écoutez, nous allons en parler. Nous espérons qu'il faut qu'il y ait les engagements, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait des suites, il faut qu'il y ait des décaissements, il faut qu'il y ait le développement
il faut qu'il y ait le soutien financier et l'encadrement, etc. C'est tout ce que nous demandons. Comment porter ce nouveau ton aujourd'hui qu'on entend le président Ouattara, le président Macky Sall, le président du Ghana par rapport à la coopération entre l'Europe et l'Afrique? Je pense que ces présidents donc se rendent compte de la réalité du monde aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le monde a complètement changé. J'ai enseigné pendant plusieurs dizaines d'années donc la stratégie, donc les alliances stratégiques, l'intelligence économique en Europe et aux États-Unis. Donc je pense qu'ils doivent comprendre que l'économie, c'est de la guerre. Et c'est de la guerre économique. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, on est en pleine guerre économique. C'est des stratégies de puissance, c'est du soft power. Chacun essaie de voir où se trouvent mes intérêts pour les placer au centre de la table dans les discussions. Les Européens ont leurs intérêts à défendre. Les Européens ont leur avantage à apprendre par rapport à l'Afrique. Ce n'est pas un hasard que ce problème donc, de Green Deal, ce problème d'environnement, tout ça, c'est des diversions. Nous, on a nos problèmes personnels. Les problèmes que nous avons en Afrique, on a une jeunesse qui ne travaille pas, on a une jeunesse énorme de 70-75% de la population, on a beaucoup de problèmes qui ne sont pas les problèmes donc, de l'Europe qui sont vieillissantes. Est-ce que ce changement de ton est une lame de fond? C'est une dynamique interne où les présidents reçoivent la pression de leur population pour ce changement de ton, paradigme? Pour moi, ce changement de ton est un double langage. C'est un double langage parce que lorsqu'ils sont seuls sans les médias, ils ont une autre approche. Et qu'aujourd'hui, la réalité fait que quand ils sont au niveau de leur pays, ils ont compris que l'économie ou la vie politique ne se fait plus jamais de la même façon. On est dans une économie de la connaissance. On est dans une économie de l'information. Les jeunes sont informés. Ils sont beaucoup plus informés même que les politiques. Parce qu'un politique, il est arrivé matin et soir sur ses dossiers. Donc les jeunes, la population, ils ont une connaissance horizontale. Ils comprennent tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas avant, vous êtes meilleur en politique parce que vous avez l'information. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont les moins informés. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, donc, ils ne peuvent plus gérer, on ne peut plus faire la politique de la même façon qu'on le faisait il y a 15, 20, 30 ans. C'est fini. Et que cette pression maintenant de la rue, ils l'ont vu et que s'ils passent un peu à côté, et ça va les taper très fort. Et c'est la raison pour laquelle ils ont peur pour leur propre petit pouvoir qu'ils ont et qu'à partir de là maintenant, donc, ils ont intérêt à ménager leur langage, à comprendre aujourd'hui un petit pays, je dis petit entre guillemets, comme le Mali, qui dit à la France, vous dégagez, vous sortez de chez nous. Donc qui élève le ton, ce qu'aucun pays donc, de notre zone n'oserait faire, et de dire maintenant qu'on est dans des relations d'égal à égal. Donc il faut voir la structure d'âge qui le dit. Il faut voir aujourd'hui donc, que la France donc, embarque tous les autres pays dans ce qui se passe, mais c'est leur problème à eux seulement, parce que c'est la volonté des puissances qu'ils essaient d'élargir, et cette génération-là, ils n'ont pas de complexe. Ils n'ont pas de complexe, ils n'ont pas donc, ce que les autres, leurs aînés ont fait, ils n'ont pas de complexe. Ils regardent l'intérêt national, ils regardent leurs propres intérêts et de discuter à égalité avec ces pays. Mais est-ce qu'il faut accompagner ces discours nouveaux de nos présidents, entre guillemets, qui sont en train ces discours nouveaux, entre guillemets, qui sont en train de mettre sur la table? Est-ce qu'il y a une pression interne des jeunes, de la population, qui veut qu'on change de paradigme? Est-ce qu'ils ont compris, les présidents, ce qu'il faut faire? Alors, je crois qu'aujourd'hui, il est clair que véritablement, le monde subit de plein fouet les mutations issues des innovations, parce qu'il y a une démocratisation du savoir de l'information. Ce qui se passe aujourd'hui à Pékin, à la minute qui suit, arrive à Dakar. Et cela sous-tend un peu un renouveau du leadership politique africain, qui a été porté depuis un certain temps, véritablement, par un regain de sentiments de patriotisme, issu véritablement des mouvements de jeunes. On peut se rappeler des mouvements Y en a marre au Sénégal, du Palais citoyen au Burkina, ainsi de suite, ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, ces chefs d'État ont compris que le peuple maintenant a une certaine légitimité du pouvoir, exprimée notamment à travers des
scrutin, mais aussi une légitimité de pouvoir regarder ce qui se passe parce que les modèles existent. Par exemple, aujourd'hui, vous prenez un pays comme l'Allemagne qui est la première puissance économique européenne, vous arrivez dans les rues de Berne ou de Berlin ou de Stuttgart, vous verrez qu'il est affiché que le pays va pouvoir payer ses dettes d'ici 5 ans. Et il y a un monitoring qui est fait. Donc il y a un contrôle citoyen du pouvoir public qui est maintenant de mise. Alors qu'aujourd'hui, ce sommet Union européenne, Union africaine se tient dans un contexte où la pandémie a fini de mettre en lumière les failles des politiques économiques des pays africains, où on a noté un système sanitaire qui, depuis 60 ans, n'a pas été modernisé, où le système éducatif n'est pas performant. Donc, c'est de leurs intérêts de changer de discours, notamment. Et je crois que cela peut se comprendre, puisque maintenant, l'enjeu étant véritablement leur mandat, parce que vous vous rappelez tous, et cela, tout le monde le sait, que depuis un certain temps, il y a un nouveau vent qui souffle dans les pays avec une prolifération des coups d'État qu'on a noté au Mali, au Burkina et récemment une tentative de coup d'État au niveau du Bénin. C'est qu'aujourd'hui, il y a un sentiment que les politiques n'ont pas réussi depuis un certain temps les missions qui leur sont assignées. Après ces rencontres, il y a de grosses annonces qui sont faites. Mais est-ce qu'après le retour des chefs d'État dans le pays, il y a une perspective qui est mise en place, il y a une concertation avec les experts, les chercheurs, pour voir ce qui a été dit, comment le matérialiser exactement sur place? Est-ce qu'il y a un suivi? Alors ça repose la sempiternelle question, véritablement, de la mise en œuvre des discours pieux, des vœux pieux au niveau des mesures de politique économique que devraient prendre ces leaders. C'est pourquoi aujourd'hui, je crois qu'il y a véritablement un hiatus, un écart énorme entre les déclarations d'intention, les vœux, les potentiels programmes, investissements, accords qui sont chantés partout sur le terrain, c'est-à-dire dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je crois qu'aujourd'hui, il est clair que, si vous regardez un peu, il est véritablement question surtout sur le plan de la gestion des finances publiques, de ce qu'on appelle les budgets programmes, qui aujourd'hui astreignent les pouvoirs publics à des résultats, à des objectifs qui leur sont assignés, avec en ligne de mire le respect des agendas qui ont été mis en place, l'agenda 2063, l'agenda 2030. Je crois que ce sont véritablement des questions qui deviennent brûlantes, que ces pouvoirs publics ont à cœur véritablement, mais sont obligés de prendre en compte maintenant à la fin de leur mandat. Parce qu'aujourd'hui, ils vont être attendus sur ces questions-là. Et je crois que non seulement la population africaine, elle est de plus en plus jeune, 60% des Africains ont moins de 30 ans, et véritablement, sur le marché du travail, il y a un chômage assez exacerbé par le déficit de formation professionnelle qui n'est pas pris en compte depuis un certain temps, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces leaders politiques sont obligés maintenant de tenir le discours de vérité, même si, on peut le dire, ça peut se faire dans des portes dérobées, mais au niveau de la population, ils sont attendus sur ces questions-là. L'objectif de l'Union européenne, c'est de contrecarrer l'influence, disent-ils, de la Chine et de la Russie en Afrique. Mais le problème fondamental, c'est après ces réunions qu'on fait au niveau européen et Union africaine. Est-ce que concrètement sur le terrain, les choses sont suivies? Il y a des experts qui font le travail, il y a des feuilles de route qui sont mises en place de façon concrète. Je pense qu'il faut avoir une vision objective des déclarations. La vision objective des déclarations, c'est que ce n'est pas que l'Union européenne ou l'UA dans leur compte dit on va donner 150 milliards. Vous savez, 150 milliards sur 7 ans, ça fait combien pour l'Afrique? Ça fait 21 milliards, 4 pour tous les pays africains. Ils ont dit qu'ils vont mettre 1 milliard pour des problèmes de santé. Le Maroc, à lui seul, vient, il n'y a même pas un mois, de débloquer 500 millions d'euros pour laboratoire de santé pour le Maroc. Imagine 500 millions, c'est la moitié du milliard qu'ils veulent faire pour toute l'Afrique pour
600. C'est du cinéma. Qu'est-ce que c'est 150 milliards pour tous les pays africains pendant 7 ans? C'est l'Union africaine, l'Union européenne, ce qu'ils doivent comprendre. Comme je disais au départ, il faut comprendre aujourd'hui la structure de la problématique avant de l'analyser. Si on comprend mal la structure de la problématique, on l'analyse très mal. La structure de la problématique aujourd'hui, il est que ce problème-là, c'est la France qui était au centre dans les volontés de puissance par rapport à leur hégémonie au niveau du Conseil de sécurité. Donc le Conseil de sécurité les a amenés pour que eux, donc ils ont donc cette prérogative d'apporter toute la région Afrique. Vous savez, donc la région Afrique, ça fait 55 pays, plus les 27, ils font 93, il faut 97 pays, 92 pays sur les 196 pays des Nations Unies. Donc il y a une volonté de puissance qu'ils veulent faire en tirant l'Afrique vers eux. Le problème, c'est qu'il faut comprendre en termes de stratégie pourquoi tout ça s'est fait. Mais ils n'ont plus les moyens de le faire. Ces moyens-là, ils ne l'ont plus. Ils veulent contrecarrer la Chine, les autres, mais ils n'ont pas les moyens de le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'ils sont tous dans des économies décadentes. Vous avez vu comment ça s'appelle l'Espagne. Lorsqu'il a enlevé ces pays d'Amérique du Sud, l'Espagne est tombée dans le sous-développement. Moi, je me rappelle, dans les années 80 et poussière, quand je passais l'Espagne, c'était la pauvreté totale. Vous prenez votre train, donc par exemple à Madrid pour aller à Algeciras dans le sud, à Algeciras, c'est comme le Dakar-Bamako. Vous passez la nuit et c'est le lendemain soir que vous arrivez. Aujourd'hui, il y a le TGV. Donc j'ai vu le changement structurel à partir de la truc de Barcelone, les investissements que les Européens ont fait dedans. Et c'est ça que je pense qu'il faut comprendre. D'abord, qu'est-ce qui se passe au niveau structure? La France ne peut pas seule supporter toute cette volonté de puissance de mettre des armées partout. Il n'a pas les moyens. Et qu'est-ce qu'il fait? Il embarque tous les Européens dans son sillage pour que maintenant leur faire croire que oui, c'est de notre intérêt, mais il n'y aura pas de Nuremberg 2. On ne peut plus, les partages de l'Afrique là, le contexte est différent. Ils avaient partagé l'Afrique, chacun avec ses zones de privilèges, ses zones d'intérêt. Ici, ce n'est pas les dom-toms. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire, justement les pays africains, et le Sénégal en particulier, pour sortir de cette situation? Mais ce qu'ils doivent faire est très simple. La situation qu'on leur a montrée est très simple. Eux, ce qu'ils ont vu, ils ont été mal informés, qu'aujourd'hui, ils ont compris que la situation n'est plus la même. La situation aujourd'hui, c'est que les jeunes sont hyper informés de tout ce qui se passe. Il n'y a pas de secret. Donc quand vous n'avez plus de secret pour faire des tours de passe-passe, donc on vous attend au tournant. Et quand ça ne va pas, on vous balaye. Mais il faut trouver des solutions en interne. Non, mais les solutions en interne, au niveau du Sénégal, oui, c'est très simple. Le gouvernement, maintenant, tout ce qu'il doit faire, c'est le langage de la vérité. Et il ne veut pas le faire, on le fait dégager. Aussi simple que ça. Et la solution aujourd'hui, ce n'est plus dans les politiques. L'Afrique regorge de compétences, que ce soit au niveau interne ou de la diaspora. Et aujourd'hui, quand vous avez le premier pays le plus fort donc, de l'Afrique de l'Ouest, qui est le Nigeria, quand vous prenez le Nigeria, jamais un ministère des Finances, qui sont les finances de trucs, on le donnera à un politique. Jamais. Il le donne aux personnes, donc soit de la diaspora qui ont fait des études de trucs, mais jamais à un politique. Ce qu'il doit comprendre, c'est que la politique, s'ils avaient donc des solutions, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et maintenant, c'est le moment de changer les choses, c'est le moment de faire profiter de toutes les ressources. Je prends un exemple très simple. Regardez la CAN, ce qu'il a apporté. La CAN a apporté un engouement que jamais au Sénégal les gens n'ont vu, jamais de leur vie. Et pourquoi? Parce qu'ils ont mis des compétences partout, à tous les postes, pour pouvoir nous ramener la coupe. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'était la même bataille que ça se passe au niveau national. Ce n'est pas Alassane et un ami que je vais les mettre quelque part où on n'a pas de compétences. Non. Normalement, le prochain gouvernement, on doit s'attendre à la compétence comme la CAN. Parce qu'on est dans une guerre économique mondiale. On met des personnes, à chaque poste, des personnes qui comprennent ce qu'ils peuvent apporter au pays. Ce n'est pas une question d'amis ou de partis politiques. C'est une question de survie aujourd'hui où on en est. Mais si on fait les histoires de politique comme on a fait depuis 1960, on va traverser tout le reste du 21e siècle. Pareil. Maintenant, il faut tirer la sonnette d'alarme
prendre les compétences. L'information, on va prendre quelqu'un qui sait ce que c'est que l'information. L'économie, on va prendre quelqu'un qui connaît l'économie. La défense, on prend quelqu'un qui connaît de quoi on parle. Et chaque personne, l'équipe se concerte, comme l'équipe nationale qui a amené la coupe. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Mais ce n'est pas dans des bras cassés. On peut être des bras cassés, on ne peut pas faire des performances. Et c'est ça qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons changé de paradigme. Et ce changement de paradigme, aujourd'hui, requiert d'avoir les compétences, une économie et un gouvernement de compétences pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont assignés. Est-ce que nos gouvernants sont capables de changer de paradigme, de voir les choses qui sont là, le monde est une compétition aujourd'hui, où chaque espace doit être un espace de compétition, mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Le Sénégal regorge dans la diaspora un peu partout d'experts, de gens compétents, mais qui se sentent mis à la marge, qui ne sont pas, leurs compétences ne sont pas sollicitées par le pays. On en est capable, Alassane. On en est capable pour plusieurs raisons, parce que les exemples de réussite sont là. On l'a cité dans le domaine du sport, il y a des réussites, mais également dans beaucoup de domaines. Je crois qu'aussi, il ne faut pas être trop nihiliste. Je crois qu'il y a des avancées qui sont obtenues depuis un certain temps. C'est vrai que on peut s'interroger sur la progression lente des avancées, mais je crois que des réussites existent. Maintenant, il y a une grande impatience des jeunes pour trouver de l'emploi, pour s'en sortir. Il ne peut pas attendre que les changements se font à pas de caméléon. Oui, il faut accélérer la cadence. D'ailleurs, ça a été un millions. slogan d'un des chefs de gouvernement à l'époque. Oui, c'est un slogan. Un slogan creux, mais qui reste véritablement pertinent. Je crois qu'il faut accélérer la cadence. Les attentes sont énormes. Les attentes au niveau de la jeunesse, au niveau des couches vulnérables. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la question importante de la participation des femmes sur le marché du travail. Il y a des questions de genre. Il y a véritablement les questions de transformation des produits de base, notamment la mangue qui pourrissent en Casamance, le lait qui est déversé en cas de surproduction au niveau du Fouta, qui peuvent être transformés en fromage et peut-être inonder le marché burkinabé ou le marché togolais. Je crois que les attentes sont là et les possibilités de création d'emplois sont là. En réalité, les niveaux de croissance qu'on chante doivent permettre aujourd'hui d'engranger des points d'emploi. Mais malheureusement, ce qui est contrasté, c'est que l'Afrique a un dynamisme de croissance important qui est contrasté par une réduction de manière lente des conditions de vie des Africains, et principalement, notamment pour le Sénégal. Je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, et c'est bien évidemment la question centrale, c'est qu'aujourd'hui, les gouvernements, parce que le développement aussi, à mon avis, ne doit pas être l'affaire des politiques uniquement. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont l'obligation de donner le tempo, de mettre en place les véritables l'environnement et véritablement les politiques, mais ça doit être l'affaire de tous. Moi, je ne suis pas un adepte d'un ethnocentrisme du développement. C'est-à-dire, le développement doit être concerté, le développement doit être concerté, il doit reposer sur un modèle qui met en avant nos atouts. Et on le sait, les atouts du Sénégal, c'est véritablement, vous l'avez dit, c'est des ressources humaines de qualité qui sont partout dans le monde, qui tiennent aujourd'hui les rênes des grandes institutions de ce pays, internationales comme nationales. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se repose sur ça. Parce qu'on ne peut pas suivre le modèle de développement européen qui a été fondé depuis la révolution industrielle, sur le charbon, qui aujourd'hui nous oppose de ne pas faire cette croissance. Parce qu'en réalité, pour faire une croissance, aussi, il faut utiliser ces matières premières pour pouvoir créer des ressources et après corriger. Il faut des industries. Il faut des industries. Moi, je ne pense pas qu'on nous interdise de faire de la croissance reposée sur les matières premières. Alors que ces matières premières, nous en détenons le tiers des réserves. Il faut qu'on les utilise pour mettre des industries naissantes capables de produire des biens intermédiaires qui vont régler la demande intérieure. Moi, je ne conçois pas qu'on continue d'importer du riz à hauteur de 500 milliards. Ce n'est plus possible. C'est des devises qui sortent et ça dégrade les niveaux d'économie. Je crois que c'est des questions très importantes qu'il faut régler. On ne peut pas continuer d'importer de l'oignon, de la patate douce, d'importer des feuilles, d'importer des fleurs. Ce n'est plus possible. Du café. C'est vrai, on n'en produit pas, mais ce n'est plus possible. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut régler
la question de l'autosuffisance. Elle est importante, elle est très cruciale. Je crois que parce qu'on veut régler la question de l'emploi sans pour autant mettre en place des industries. Les seules industries qui nous donnaient satisfaction jusqu'ici sont mourantes. On a connu tous aussi Sodefitex qui, à l'époque, célébrait les grands producteurs de coton. Aujourd'hui, le Sénégal est en rade. On a connu ici Bata, on a connu ici véritablement toutes ces grandes entreprises. On a connu, j'allais dire aussi, véritablement les industries au niveau des ICS qui étaient vraiment une satisfaction que les Indiens ont repris, n'est-ce pas, aux grandes dames de nos investisseurs nationaux. Il faut qu'on change de paradigme, c'est véritablement la grande question. Et pour cela, je crois qu'il faut réformer. Il faut réformer dans l'environnement des affaires. Aujourd'hui, en Tanzanie, vous prenez, je le cite bien parce que c'est un pays qu'il faut voir, c'est un modèle qui marche. Même le Cap-Vert, qui est un pays insulaire, qui subit véritablement les contingences climatiques et de sa géographie, est en train de faire des avancées notables. Maintenant, le Sénégal a ses atouts, il faut qu'il assoie son modèle de développement sur ses atouts, qui repose sur des ressources humaines de qualité et intégrer ce qu'on appelle aujourd'hui, et tout se fait, aujourd'hui je reviens du Bénin, au Cotonou, et il est en train de faire un travail remarquable, le président Talon. Tous les postes d'envergure sont des postes qu'on pourvoit par appel d'offres. Vous voyez même des étrangers qui viennent diriger ces postes-là. Boubacar Camara, qui est notre compatriote, a été nommé DGA de la douane au Bénin. Ça marche. Et aujourd'hui, vous prenez la douane béninoise est en train d'engranger des recettes énormes. Ça se fait au Nigeria, au Ghana. Je crois qu'il faut mettre en avant les compétences. J'allais dire cette compétition au niveau des postes qui permettent au pays de pouvoir retrouver son image. Dans la sous-région, au Mali, il y a un bras de fer entre Bamako et Paris sur le départ de Bakhan de Mali. Macron demande 6 mois. Les Maliens disent non, il faut partir dès maintenant. Ce bras de fer, comment on analyse? Mais non, je pense que Alassane, si je viens chez vous ici, je fais ce que je veux, je fais les choses sans vous demander votre accord, quelle sera votre attitude? Vous allez finir par me mettre dehors. Je ne peux pas venir chez quelqu'un, je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, et je ne respecte pas les propriétaires sur place. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des dom-toms ici. Nous ne sommes pas des dom-toms. Les gens se comportent comme s'ils sont dans des dom-toms ici. Nous ne sommes pas des départements outre-mer là. Mais est-ce que ce qui se passe au Mali peut avoir un effet domino? Mais ce qui se passe au Mali a déjà des effets dominos. Parce que le comportement, donc pas de la politique française, je ne parle pas des Français, de la politique française, ce qu'ils font, ils se permettent tout dans tous nos pays parce que c'est des anciens colonisés. Ils se permettent d'avoir non-respect. Vous avez vu déjà les ambassadeurs, comment ils, même pas le Mali, ici même au Sénégal, comment ils parlent aux autorités. Ils n'ont aucun respect parce qu'il y a une espèce de condescence par rapport. Et ça, je pense qu'on ne peut plus aujourd'hui, donc en 2021, 2022, respecter ou regarder ces trucs et se taire. Et ce qui se passe au Mali, c'est le goutte d'eau. De la goutte d'eau donc qui déborde. Et c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, les Africains ont compris que ces gens-là donc n'ont aucun respect. Et ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire du Nuremberg de répartition maintenant d'une autre façon. Comment on va piller, on a pillé les ressources Nuremberg pour piller les ressources des pays africains. Maintenant, on pille les ressources humaines. Les ressources humaines, parce qu'aujourd'hui, il y a une politique qui fait qu'en moins de 15 jours, on vous donne un visa pour que vous partez si vous avez quelque chose dans la tête, notamment ceux qui sont dans les TIC. Et la France le fait. Comme aujourd'hui, les Canadiens l'ont toujours fait. Ils vont prendre les meilleurs, ils leur donnent la bourse et la nationalité, ils viennent donc travailler là-bas. Et comment ces gens ont été formés?
nos pays se sont endettés pour faire la formation. Une fois qu'ils sont endettés pour faire toute leur formation, une fois qu'ils sont bien formés, maintenant on vous dit, ok, venez, on va vous donner la nationalité, venez, on vous donne un visa de 15 jours, vous venez travailler. Mais c'est quoi ça? C'est du pillage qu'on est en train de nous faire, de nos ressources humaines, de nos territoires et de nos ressources, de tout ce qui concerne nos biens. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se taire. Et maintenant, qui plus est, quand vous venez chez nous, vous vous considérez comme vous êtes dans votre salon. Mais ça ne peut pas marcher. Les Maliens ont raison donc de taper sur la table et de leur dire qu'ici c'est chez nous, on n'est pas en France. Si vous faites quelque chose, vous nous demandez notre avis. Vous vous concertez avec nous parce que c'est chez nous. Mais si vous vous comportez, vous, comme si c'était chez vous, vous ne demandez à personne, vous faites ce que vous voulez. Mais il y a des pays qui sont aux alentours, qui sont des pays donc, qui ne jouent pas le franc jeu. Et quand, par exemple, un avion débarque dans un pays de la sous-région, il traverse la zone, donc il viole l'espace aérien malien, il ferme les transpondeurs, ça veut dire que pour qu'il ne soit pas détecté, mais il oublie qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle. Aujourd'hui, les technologies permettent donc de tracer tous les vols qui viennent, donc de leur lieu de départ et leur lieu d'arrivée. Et ça ne peut plus marcher. Et ils ont raison de taper sur la table et de leur dire maintenant, bah ça, si vous n'êtes pas content, vous partez. Et quand vous partez, ce n'est pas vous qui prenez des délais, qui dites je vais partir dans 2 jours, 3 jours. Je suis chez moi. Vous prenez vos bagages, vous dégagez. Mais Barkhane quitte que le Mali pour aller à côté, au Burkina Faso s'installer, au Niger aussi pour s'installer. Est-ce que l'enjeu fondamental, c'est pas le contrôle de l'uranium nigérien, des ressources maliennes, parce que tout simplement, Macron a dit la fois dernière que la France va pousser la politique nucléaire. Et pour que le nucléaire marche, il faut l'uranium. Et l'uranium, c'est au Niger. Merci Alassane. Vraiment, vous posez une question très, très pertinente. Et vraiment, aujourd'hui, moi, je crois que la France aurait dû partir depuis la fin de l'opération Serval au temps du président Hollande avec le défunt Ibrahim Boubacar Keïta. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que, véritablement, le modèle économique de croissance de la France a fini d'utiliser à fond ses capacités internes. Alors les points de croissance que gagne la France dans son économie, elle les trouve hors de la France. Bien sûr. Et principalement en Afrique. Bien sûr. Vous vous rappelez tous que lors du COP 21 ou 21, avec le retrait des États-Unis lors de la présidence de Trump, que la France avait soulevé la question du démantèlement du nucléaire. Et la France est revenue sur cette question-là. Maintenant, le nucléaire est de mise dans la production énergétique. Considéré comme une énergie propre. Propre. Par la France. Exactement. Alors que la France a voulu renoncer à ce type d'énergie. Maintenant, il faut trouver véritablement les matières premières pour cette production énergétique. Et il se trouve que c'est le Niger qui est le principal producteur en Afrique. Alors, c'est véritablement avec Areva qui a gagné le marché et qui est aussi une entreprise française. Bien sûr. Donc, les intérêts de la France demeurent intacts et la France sauvegarde ses intérêts au niveau de l'Afrique. C'est pourquoi elle ne veut pas quitter le Sahel. Alors, il sera très difficile pour la France de quitter le Sahel, puisque l'enjeu, la répercussion, véritablement, ce sera véritablement sur le coût de l'énergie en France. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant, la capacité des pays africains maintenant est de pouvoir s'allimer et de pouvoir négocier au niveau des intérêts de la France. Moi, je comprends un peu le regain de patriotisme au niveau du Mali. C'est indéniable. Parce que il faut traiter les pays d'égal à égal. Maintenant, les conséquences économiques, on pourra en parler. Parce qu'il y a des accords passés qu'il faut renégocier. Maintenant, je crois que la France ne va pas de sitôt quitter cette zone, d'autant plus qu'il faut le rappeler aussi. La France est déjà présente au niveau du Burkina, avec l'opération Sabre, qui est moins populaire, moins médiatisée, mais beaucoup plus efficace. Maintenant, ce sont les méthodes qui sont utilisées au Mali qu'on peut, ce sont ces méthodes-là sur lesquelles on peut s'interroger. Je crois que la France a fait l'erreur aujourd'hui d'utiliser en fait cette zone conflictogène où depuis
véritablement 2012, il y a une sorte, malgré la présence des troupes françaises, une avancée du terrorisme, il faut le dire. Alors que la question principale, c'était de régler cette question-là. Donc aujourd'hui, il est véritablement clair que la France va déplacer un peu ses troupes, mais continue d'avoir un œil sur le Mali. Maintenant, aux autorités maliennes, et je crois que c'est une bonne parade, de diversifier les axes de partenariat. On voit un peu les troupes russes en présence, même si c'est des troupes qu'on peut qualifier de paramilitaires. Donc il y a la présence de la Russie. Et aujourd'hui, dans la géopolitique, la Russie comme la Turquie sont en train de percer en Afrique. Hein? Donc la Chine étant le premier partenaire commercial qui a fini de devancer à la fois le partenaire historique qui est l'Union européenne, les États-Unis, aujourd'hui la Turquie présente et véritablement la Russie qui commence à gagner du terrain, donc les intérêts européens sont menacés. C'est pourquoi ils ont lancé ce sommet, à mon avis, pour encore faire des promesses potentielles d'investissement à hauteur de 150 milliards de dollars, mais pourvu que ces promesses soient véritablement traduites en actes concrets au niveau des... Amar Soumaré, l'enjeu, ce sont les richesses qui sont dans le sous-sol malien, sous-sol nigérien. C'est pourquoi l'opération du Sahel reste encore sur place. Je pense que l'intérêt des Européens, des Français surtout, c'est tout ce qui était au départ, la colonisation, jusqu'aujourd'hui, s'ils insistent sur le Mali est pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, c'est parce qu'il y a des matières premières qui sont là-dedans. Ça, et pourquoi ils ne veulent pas partir, c'est parce qu'il y a quelque chose. S'il n'y avait rien, demain ils partiraient. Donc il y a, que ce soit au Mali, il y a les matières premières. Et d'autre part, comme je disais, il y a les ressources humaines. Et d'autre part, maintenant, ce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, leur économie est à terre. Et quand l'économie est à terre, aujourd'hui, la France a 98% de déficit de son PIB, aujourd'hui, de déficit budgétaire. C'est 120%. Non, ça, ce sont les critères au niveau de trucs de l'Europe, de l'Union européenne. Moi, je parle de son déficit. Ils sont à 98%. Ils sont le 18e pays aujourd'hui, donc dans le monde, qui ont le truc le plus bas. D'autre part, si aujourd'hui ils veulent renflouer dans la caisse, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vendre des armes partout. Là, ils en ont vendu en Afrique du Sud, ils en ont vendu en Asie, ils vont vendre partout. Et la politique qu'ils sont en train de faire, c'est de pouvoir vendre maintenant des armes à nos pays. Donc on crée la guerre et puis on leur vend des armes pour pouvoir renflouer nos caisses. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que tout ça que je disais tout à l'heure, c'est une guerre économique qu'ils sont en train de faire pour renflouer leurs caisses. Et qu'à partir de là maintenant, donc tout ce qui se fait maintenant, c'est des pieux pyromanes. Ils créent les terroristes, ils créent les trucs, ils amènent les... Vous ne pouvez pas faire pendant 10 ans de guerre si vous n'avez pas de munitions. Ces gens ont des munitions tout le temps, ils ont des trucs sophistiqués, mais d'où ça vient dans le désert? Il n'y a pas de plus de munitions, il ne faut pas être dingue. Ils créent les guerres, ils créent les trucs, ils vous vendent les armes, ce qui fait qu'on va rester dans un cercle donc carré, on ne va jamais s'en sortir. C'est le mythe décisif. Et c'est ça qu'il faut comprendre les Africains, que ça ne peut plus durer. Voilà, le temps que nous avons imparti est terminé. Merci infiniment à Dr Thierno Thioune, directeur du CAIA, du Centre de recherche économie appliquée de la FASEC à l'UCAD. Merci à Amar Soumaré, président de CAN, le Centre africain pour la nouvelle économie. À la technique, Biran Sissé, micro Alassane Sambo Diop. Excellent dimanche à tous.